Pour votre présence aujourd'hui à Biomime Expo 2017. C'est vraiment un privilège et un honneur de vous accueillir. On vous laisse nous faire part de vos travaux et de vos opinions. Merci beaucoup. Merci tout d'abord, et donc je souhaite remercier les organisateurs et les organisatrices de ce Biomime Expo. En fait, j'étais là ce matin et j'ai vraiment déjà apprécié l'ensemble des exposés. Et c'est peut-être l'un des rares forums où finalement on peut écouter des collègues de disciplines très différentes. Et ça, je pense que c'est un plus et je vous en remercie. Bon, donc... je vais vous parler justement de matériaux et de sciences des matériaux. En particulier, je vais essayer de vous montrer de façon très, très humble. Oui, c'est ce que je fais. On va le faire là, ici. Voilà. Donc je vais vous parler donc, de sciences de matériaux et je vais vous montrer quelques similarités en fait entre ce qu'on comprend sur certains mécanismes de construction des matériaux de la nature et ce qu'on arrive à faire ou à extrapoler à partir de ce que l'on a compris. Donc je voudrais simplement vous rappeler que finalement l'évolution de l'humanité est étroitement reliée également au développement de la science des matériaux. Bon, vous avez tous connu les différents âges de la pierre, du charbon, du fer, l'âge du verre. Le siècle dernier, c'était l'âge du silicium et de la microélectronique en particulier. Je pense que... Il y a un petit souci de... Je suis désolé. Oui, ça y est, ça reprend. Donc ce siècle, c'est un siècle où les nanomatériaux, les nanosciences et les nanotechnologies prennent toute leur importance. Même si on n'aime pas utiliser le mot nano, mais c'est quand même une réalité. D'ailleurs, tous les nanos ne sont pas mauvais, quoique il y a un certain mode de communication qui aille dans ce sens. Donc en fait, ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu des parallèles entre le design de matériaux, de nouveaux matériaux fonctionnels et puis ce que l'on comprend aujourd'hui sur certains des mécanismes de construction des matériaux de la nature. Alors si on regarde un petit peu les nombreux exemples de matériaux biomimétiques ou bioinspirés, bon, moi j'en ai reporté un certain nombre sur ce transparent. Bon, évidemment, la couleur associée à de la diffraction des papillons, des cristaux photoniques et bien d'autres, ce sont des exemples, mais finalement, de façon très concrète, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Donc il y a vraiment un besoin d'inspiration et d'aller rechercher en fait, les mécanismes de base et de mieux comprendre finalement comment se construisent les matériaux de la nature. Alors je vais prendre essentiellement 3 exemples aujourd'hui. Je vais prendre comme exemple celui des processus de biominéralisation en partant de processus relativement simples et ensuite vous montrer comment on peut développer des structures hiérarchiques. Le second exemple concernera les matériaux qui s'auto-réparent et je prendrai l'exemple du byssus de la moule comme modèle. Et la fin de mon exposé, en fait, je vous parlerai de surface et de surfaces, je dirais, de surfaces qui ont une certaine intelligence, en particulier en me centrant non pas sur les feuilles de lotus qui sont assez connues, mais plutôt sur ces plantes carnivores qui, vous le verrez, sont non seulement gourmandes, mais très intelligentes. Alors au niveau donc, des processus de biominéralisation, que l'on regarde du côté des carapaces de crustacés ou du côté par exemple de l'os humain, on s'aperçoit que ces matériaux qui ont des performances remarquables sont tous des matériaux hybrides au sens organique, inorganique. Ce sont des nanocomposites
Et en fait, les modes de construction de ces matériaux sont des modes qui sont réalisés à température ambiante, c'est-à-dire que la partie minéralisation se fait à température ambiante. Et en fait, en ce qui concerne les composantes principales, du côté donc, des cuticules, la composante principale minérale, c'est du carbonate de calcium. Et en fait, le biopolymère associé, qui a son importance puisqu'il va servir de gabarit pour construire finalement, pour échafauder la partie minérale, dans ce cas-là, c'est un sucre, c'est un polysaccharide, c'est de la chitine. Du côté de l'os humain, eh bien, la partie minérale, c'est de l'hydroxyapatite, ou plus simplement un phosphate de calcium. Et la partie, je dirais, biopolymère, eh bien, c'est du collagène. En fait, c'est une protéine. Donc, si je regarde l'exemple de la carapace de crabe, finalement, cette carapace qui a des propriétés mécaniques intéressantes, les composantes essentielles, ce sont en fait du sucre et de la craie. Donc, ce sont des composantes relativement simples. Alors, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui sur les modes de construction de biominéralisation de ces systèmes? Eh bien, le sucre, en fait, la chitine moléculaire, a des parties en fait qui présentent des affinités fortes, et donc en fait qui s'associent, et ça permet de démarrer des processus d'auto-assemblage. Donc de la chitine moléculaire va s'associer en unités plus grosses des unités cristallines, qui elles-mêmes vont s'associer à un autre niveau. Vous voyez, il y a une hiérarchie en formant des microfibres de l'ordre de 5 à 10 microns. Ces microfibres vont également s'associer les unes aux autres pour former de longues tiges, vous voyez, avec des diamètres de l'ordre de 100 nanomètres. Et à partir du moment où, quel que soit le système, on forme des objets anisotropes, donc des objets longs par exemple, et qu'on arrive à en augmenter la concentration, obtenir une certaine fraction volumique, eh bien, il y a un critère qui vous dit qu'à ce moment-là, on va commencer à former des cristaux liquides. Et c'est ce qui se forme, en fait, on forme des cristaux liquides. Le modèle, c'est un modèle de 1939, c'est le modèle d'Onzaguet. Et comme dans la partie organique de la chitine, il y a des carbones qui sont asymétriques, eh bien, on va plutôt faire des cristaux liquides de type cholestérique, bon, qui présentent des axes hélicoïdaux. Et c'est dans ces interstices de cristaux liquides que va se minéraliser le carbonate de calcium. C'est là que va se... En fait, ça va être un peu comme un échafaudage entre du mortier et des briques, mais en fait basé sur de la matière molle au départ. Et donc, simplement pour vous montrer que des objets anisotropes, ça s'empile non pas de façon aléatoire. Vous voyez, ça c'est une photo de Yann Arthus Bertrand, ce sont c'est du flottage de bois, et donc vous voyez bien, vous avez des domaines en fait. Alors imaginez ça en 3 dimensions et vous avez un cristal liquide. Hein? Donc en fait, l'anisotropie et la concentration permettent finalement, c'est un mécanisme relativement simple. Alors si on regarde maintenant un peu en détail la carapace de crabe, on voit que en fait, la minéralisation se fait en formant des espèces de structures en contreplaqué. Et donc, si on fait des coupes obliques de ce contreplaqué, on va voir des structures en arceaux comme ça. Et c'est ce que vous voyez ici sur cette microscopie électronique. Alors, cette microscopie électronique, c'est un tissu qui a été déminéralisé, c'est-à-dire qu'on a enlevé une des composantes, c'est-à-dire dans ce cas-là, la craie, le carbonate de calcium, par un lavage acide ou du vinaigre, si vous préférez. On peut enlever le carbonate de calcium. Et ce que ça révèle, indépendamment de cette structure en contreplaqué, ça révèle que si, après auto-assemblage, on peut libérer une porosité qui est relativement bien calibrée, simplement en éliminant une des deux composantes. Donc, processus d'auto-assemblage, c'est le point, je dirais, numéro 1. Quels sont les systèmes les plus simples pour faire des processus d'auto-assemblage? Eh bien, c'est le savon. Le savon, vous le savez tous, ça forme des micelles. Le micelle, c'est typiquement un processus d'auto-assemblage. Alors évidemment, au niveau énergétique, ajuster l'énergie de surface de cornet de glace ou de bouchon de champagne, ça change un peu, mais le concept est le même. Et donc vous allez obtenir des micelles avec des formes différentes en fonction de la géométrie de votre savon et en fonction de la concentration. Hein, donc je vous rappelle, un savon, c'est une molécule avec une partie qui aime l'eau et une partie qui n'aime pas l'eau. Et c'est pour ça qu'on forme ces micelles qui optimisent l'énergie du système. Alors ces micelles peuvent être par exemple cylindriques, et on retrouve finalement un petit peu ce que je vous avais montré avec le flottage du bois,
ou dans le cas des nanotubes de chitine, on retrouve des assemblages de type cristaux liquides. Et donc on va pouvoir utiliser ces assemblages de cristaux liquides à nouveau comme un gabarit, mais on ne va pas forcément utiliser de la craie ou du carbonate de calcium. Là, le chimiste va se dire, ben, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je vais commencer à faire varier tous les éléments et la richesse. Je vais utiliser au mieux la richesse du tableau périodique. Alors, mais pour cela, le carbonate de calcium, c'est quelque chose qui se produit à température ambiante par simple précipitation. Donc ça veut dire que si je veux utiliser d'autres éléments du tableau périodique, il faut que je trouve des modes d'association qui soient compatibles au moins en température. Parce que, bon, si je choisis comme modèle la silice, par exemple, la silice, vous savez très bien que ça se fait à des températures qui, pour la nature, ne sont pas raisonnables, je dirais. Ça se fait à relativement haute température. Et vous connaissez le résultat, bien entendu, si j'essaye de faire un couplage direct entre une synthèse de silice traditionnelle et puis un polymère. Par exemple, la feuille composée de cellulose ou des biopolymères d'une façon générale. Donc il faut une chimie douce. Et alors le deuxième point, c'est quand on parle de minéral et quand on parle de biologie, la matière molle d'un côté avec des tas de propriétés, de l'autre côté le minéral, bon, bah, ça peut être le caillou, c'est robuste, ça tient le temps, mais ça ne se reproduit pas. Un caillou, difficilement, tout du moins. Donc, en fait, ça veut dire que, quelque part, il faut qu'on ait une chimie et un mode de synthèse qui permettent de coupler des caractères et des affinités très, très différentes. Alors ça, on connaît tous la réponse, hein, même les enfants, c'est-à-dire qu'il faut partir petit. Si vous ne faites pas une approche de type bottom-up, donc du petit vers le grand, vous avez très peu de chances de succès, bien entendu. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser des approches moléculaires. Alors ça, dans le cas de la silice, il y a un processus qui est bien connu depuis pas mal d'années, c'est la chimie douce du silicium. Ce que l'on fait, c'est qu'on utilise, vous voyez, une molécule qui est réactive et qui, dès qu'elle voit de l'eau, eh bien, elle change un petit peu, je dirais, le balai des groupements qui sont autour. Ces groupements-là, en rouge, sont un peu plus réactifs. Et ça commence à s'associer comme un polymère, donc ça fait des polymères de type silice. Et donc tout ça, ça se fait à température ambiante. Alors la richesse de cette chimie, c'est que je peux m'amuser en tant que chimiste à fonctionnaliser finalement mon précurseur. Je vais gentiment lui coller à peu près n'importe quel type de fonction organique ou biologique. Et donc au niveau des fonctionnalités, je dirais que c'est largement ouvert en fait au niveau des possibilités également. Et de la même façon, je vais pouvoir condenser ces systèmes et, in fine, vous voyez, je vais bien obtenir à la fin un système où je compatibilise du minéral, ici en bleu, et de l'organique en vert, en orange. Donc, et avec une approche bottom-up. Et bien tout ça, là ça va être un tout petit peu plus long, je pense, oui. Ben, tout ça, ça permet donc de développer des matériaux, vous voyez, sous forme de poudre, sous forme de dispersion de petits colloïdes ou même sous forme de monolithes, de blocs monolithiques, hein, en fonction, je dirais, des conditions chimiques, catalyse, temps, température et autres. Et si maintenant je couple les aspects auto-assemblage qui me permettaient d'obtenir la fameuse carapace de crabe et cette chimie douce par des approches ascendantes, eh bien j'ai mon savon, j'ai mes précurseurs moléculaires qui réagissent à l'ambiance, et donc je vais former des cristaux liquides que je vais décorer avec ces petites entités bleues qui sont finalement des polymères minéraux ou hybrides, et je vais les recouvrir, je vais recouvrir mon milieu micellaire, et donc vous voyez, je vais obtenir une phase hybride intermédiaire. Ce que vous voyez en orange ici, c'est la partie associée au savon, donc au micelle, et une fois que je peux éliminer le savon ça se lave, et donc je vais obtenir, vous voyez, je vais récupérer, comme dans le cas de la carapace de crabe, après avoir cette fois-ci enlevé la composante, je dirais, organique, le gabarit, je vais récupérer une porosité qui va être facilement calibrable, puisque globalement, elle va être en directe relation avec la taille des micelles de savon que j'aurais formées au départ, qui elles-mêmes dépendent de la taille des molécules. Donc ensuite, je peux éliminer
mon savon. Et puis bon, si je choisis un précurseur relativement neutre, eh bien j'obtiendrai une matrice minérale, de la silice par exemple. Si j'utilise un précurseur modifié par un groupement organique ou biologique ou tout ce que vous pouvez avoir en tête, je vais obtenir un matériau hybride. Alors ça se voit très bien en microscopie électronique. Vous voyez les parties où il n'y a pas de matière, ça se voit en clair, alors que les murs qui, eux, sont composés de matière, eh bien, se voient en sombre. Donc vous voyez, on a des réseaux parfaitement organisés et calibrés avec des toutes petites tailles de trous de l'ordre de 2 à 20 nanomètres. Alors, on est typiquement dans le domaine de la matière divisée. Donc, que ce soit des petites particules ou des petits trous, eh bien, je vais développer des grandes surfaces. Ça, c'est assez évident à mettre en évidence simplement en découpant une feuille de papier. La surface, c'est ce qu'il y a autour. Vous voyez bien qu'elle augmente simplement par découpage. C'est vrai en 2 dimensions, mais c'est également vrai en 3 dimensions. Lorsque vous diminuez la taille des objets, vous augmentez le rapport surface-volume. Ça, c'est un principe de physique très simple. Donc, l'intérêt, c'est qu'on va avoir des grandes surfaces, donc des réactivités exaltées. Donc ça veut dire que ces matériaux vont être intéressants dans les membranes, les catalyseurs, les capteurs, les absorbeurs pour l'environnement, également les systèmes pour les batteries, puisqu'on a tendance à augmenter la surface, etc. Donc le champ est largement ouvert. Donc simplement pour vous montrer une qualité de la réplique, vous voyez, ça c'est classique, hein, ce sont des nids d'abeilles. L'échelle ici, c'est quelques nanomètres. Donc ça, c'est de la silice faite par ces voies-là. Mais on peut faire d'autres métaux, vous allez voir, sous forme de film, de poudre, de mousse. Hein. Donc c'est parfaitement calibré, sauf qu'ici, la taille des trous, c'est de l'ordre du nanomètre. Hein. Donc très très grande surface. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, le chimiste ne s'arrête pas à faire de la craie, évidemment, il veut faire autre chose. Eh bien, on peut faire, vous voyez, des tas de matériaux, des tas d'oxydes, on peut faire du carbone, du BN, des céramiques, des hybrides, comme je vous l'ai dit. Et donc, eh bien, derrière tous ces matériaux se cache un certain nombre de propriétés physiques intéressantes, avec des grandes surfaces, des systèmes exaltés ou des propriétés nouvelles qui n'existent pas à l'échelle du matériau massif. Juste un exemple de capteur qui est très simple. Comment faire un capteur? Donc ici, ce que vous voyez, c'est une microscopie d'un film de silice mésoporeuse fonctionnalisé avec un groupement organique, le petit groupement orange ici. On a choisi dès le départ de calibrer les trous à une certaine taille. Et le groupement orange, eh ben, c'est une fonction de reconnaissance organique. C'est une bêta-dicétone, mais ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Et donc, la réponse optique de ce film, c'est ceci, en fluorescence. Donc, elle est très, très plate. Par contre, dès que le système capte un peu loin, du type BF3, vous faites ce complexe et clac, ça émet très, très fortement, avec un niveau d'émission de 10 ppb, donc c'est très sensible. Et donc c'est simplement un exemple, mais on peut imaginer faire des tas de capteurs sur ce modèle-là, avec de très fortes sensibilités. Alors, pour finir cette partie sur la biominérisation, il y a un facteur qui est important à développer dans tout ce qui est biominérisation, c'est les aspects de hiérarchie. Lorsque vous regardez ces algues phytoplanctoniques, qui sont des nanocomposites hybrides protégés par des coquilles de silice, que ce soit les radiolaires, les diatomées. Il y a un critère qui est assez intéressant, si on se limite à réfléchir sur la porosité, comme je l'ai fait précédemment, eh bien c'est la hiérarchie de la porosité. Vous voyez, ça c'est une diatomée, et je vais agrandir finalement par différents clichés microscopiques cette diatomée. Là, on est à l'échelle de 20 microns. Si j'agrandis à l'échelle du micron, vous voyez qu'on a ces trous un peu plus petits. Et si j'agrandis encore, eh bien, dans les trous plus petits, on voit des trous encore plus petits. Et si j'agrandis encore, c'est la même photo un peu plus grosse, on devine en fait dans le mur en fait, des toutes petites particules de silice de 10 nanomètres qui sont collées aux autres. Donc la nature sait faire à l'ambiante 4 niveaux de hiérarchie. On en est loin. Hein. Aujourd'hui, on est bien loin par rapport à ça, bien évidemment. Et donc, en fait, comment peut-on faire? Alors, qu'est-ce qui est connu sur les processus de minéralisation, justement, des diatomées? Alors, pour faire court une très longue histoire, en fait, le précurseur, c'est de l'acide silicique, c'est-à-dire c'est l'acide que l'on utilisait précédemment. Hein, et la porosité, elle est obtenue grâce à des processus d'auto-assemblage, mais multi-échelles.
C'est-à-dire qu'on va avoir des gabarits à l'échelle mésoscopique, microscopique, macroscopique, et ces gabarits sont constitués finalement de différents biopolymères ou de biomolécules, par exemple des couplages entre des polyamines et des silafines, ou des agrégats complexes de silacidine avec des polyamines et des phosphates qui jouent un rôle non négligeable. Et donc, vous voyez, finalement, ces gabarits, ce sont en fait les plus petits, on peut considérer que ce sont des milieux micellaires, et les autres, ce sont des agrégats plus gros. Et la minéralisation va avoir lieu autour finalement de ces agrégats, et ensuite il va y avoir une dégradation catalysée de la partie organique, donc biologique, pour libérer finalement la porosité. Donc d'une façon simple, ce sont des séparations de phases multi-échelles qui gèrent finalement la taille de ces différents pores. Alors on peut faire ça de façon très naïve en chimie, c'est-à-dire que je vais coupler ce que je vous ai dit précédemment, une source de silice, un précurseur qui va faire de la chimie douce et qui va donner de la silice ou des silicates, avec un savon, ce sont les petites pointes que vous voyez là, les petites molécules, et puis un deuxième gabarit, par exemple une sphère de polystyrène, donc un latex, mais je pourrais choisir autre chose. Et je combine l'ensemble. Et donc en faisant ça, qu'est-ce que je vais récupérer ? Eh bien, je vais récupérer simplement un latex que je vais éliminer pour obtenir un grand trou. Et puis, mon savon va, vous voyez, polymériser avec la silice tout autour du latex pour former toute une structure de tout petits pores, des pores de 2 nanomètres, mésopores. Donc finalement, c'est un niveau très naïf, et j'en suis conscient, d'un système double échelle. Je vais obtenir un grand trou ici et des petits trous autour. Donc c'est à nouveau le principe de combinaison des gabarits. Alors au niveau, vous voyez, de la qualité, bon, c'est pas trop mauvais. On obtient des particules qui sont très très bien calibrées. Ce que vous voyez en clair, ce sont les trous libérés par l'un des gabarits qui est le latex. Et ce que vous voyez un petit peu en grisé, eh bien, ce sont les pores en fait qui sont parfaitement calibrés puisqu'ils ont été construits avec des micelles de savon. Donc vous voyez là, ce sont des microscopies électroniques un peu plus grosses. Vous voyez très bien la porosité, très petite, qui se trouve perpendiculaire par rapport à la sphère centrale qui correspond finalement à l'habitacle du latex qui a été libéré. Donc on obtient des matériaux avec au moins 2 échelles. Évidemment, on peut varier le plaisir à plusieurs échelles, mais ça reste de toute façon bien moins esthétique que les diatomées, et ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces systèmes? Juste un exemple. Eh bien, ce qu'on a, c'est qu'on a un vecteur nanométrique avec des petits trous et un grand trou, mais on a beaucoup de surface. Donc, on peut finalement, dans ce vecteur que j'ai symbolisé en bleu ici, on peut charger avec un précurseur de petites particules d'or, et puis via un processus chimique, on va générer de l'or à l'intérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir de l'or dans les grands trous qui va être un peu plus gros, qui lui va donner, je dirais, un comportement classique de l'or, c'est-à-dire de l'optique de la plasmonique. Par contre, l'essentiel de l'or va se trouver emprisonné et confiné dans les tout petits trous de 2 nanomètres. Et là, ça change énormément l'histoire, parce que quand l'or atteint des toutes petites tailles, de 2 nanomètres, il commence à être intéressant, en plus, parce qu'il commence à être luminescent et il commence à être magnétique. Alors que l'or, vous savez, mesdames, que l'or... a priori, n'est pas magnétique. Donc ça commence à devenir un système intéressant. Alors on peut, et c'est ce qu'on a fait, on peut le charger de médicaments, bien entendu, de médicaments type doxorubicine, par exemple. Et puis on a un système avec différents types de sondes qui permettent de sonder finalement également les tumeurs. Et donc on peut ajuster la taille, on peut également, comme c'est de la silice, on peut coller sur la surface des agents de ciblage de tumeurs. Donc ça, c'est un sport qui commence à être relativement démocratisé en nanomédecine aujourd'hui. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec l'Imperial College London et University College London en particulier, et le Collège de France. Alors voilà ce que ça donne. Ça, ce sont des images in vivo. Vous voyez, ça c'est le blanc en fait qui est, où les particules de silice n'ont pas été chargées avec ces petites particules d'or. Et ici, ce que vous voyez, c'est l'image en émission. Et vous voyez, c'est fortement, ça émet dans le rouge, ce qui est très bien parce qu'on est exactement dans la fenêtre de transparence des tissus.
Et ce que vous voyez ici, c'est une seconde image. Vous voyez la zone d'injection. C'est une image en contraste RMN. Et vous voyez près de la zone d'injection, vous avez ce fort contraste dû justement au magnétisme finalement de ces petites particules. Donc faire des matériaux à structure hiérarchique et poreux, eh bien, il y a un certain nombre. Là, je vous ai montré une méthode, je dirais, la plus simple. Mais il y en a une que vous connaissez tous dans la salle, c'est de faire la mayonnaise. Donc quand vous faites une mayonnaise, en fait, vous faites une microémulsion, donc vous gérez une séparation de phase, vous la contrôlez, parce que dans l'œuf, il y a aussi des tensioactifs, donc du savon. Alors si on fait une mayonnaise, vous voyez, avec de l'huile, hein, de l'eau, du savon, bien sûr, mais que dans l'eau, je rajoute mon précurseur moléculaire, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un système au moins 2 échelles, puisque les microémulsions, la mayonnaise, les gouttelettes, c'est de l'ordre du micron, de quelques microns. Mais mon savon qui va non seulement venir stabiliser mes petites gouttes de mayonnaise, hein, vous savez qu'il faut stabiliser la mayonnaise avec l'œuf, hein, avec une des biomolécules qui sont dans l'œuf. Hein, mais cette biomolécule, ici, qui va être le savon dans le cas présent, eh bien, elle va également faire exactement le même processus d'auto-assemblage que ce que je vous ai décrit dans toute la première partie de mon exposé. Donc à l'arrivée, on va avoir une mousse. Et cette mousse, eh bien, on peut lui donner la forme qu'on veut. On peut l'hybrider. Vraiment, on peut jouer avec la chimie. Et donc, ça va être très intéressant parce qu'on va avoir une hiérarchie de porosité, des pores microniques associés à la microémulsion, et puis le jeu du savon au cours de la polymérisation de ces précurseurs de silicium, eh bien, ça va donner une porosité à une plus petite échelle, typiquement à 2-3 microns. Et donc ces mousses peuvent être hybrides, et on peut, vous voyez, au niveau des applications, ça ouvre énormément de possibilités. Hybrider les mousses, ça veut dire qu'on peut jouer vraiment avec la chimie de base. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce que vous voyez ici sous forme de molécules organiques en jaune, ça peut être une molécule biologique, ça peut être à peu près n'importe quoi aujourd'hui. Dans cette chimie des organosilanes, les chimistes savent faire à peu près n'importe quoi. Et à nouveau, on va développer des matériaux avec des formes et des échelles mésoscopiques ou macroscopiques, donc de la hiérarchie. Alors, ce sont des matériaux intéressants pour la catalyse. Donc, ça, c'est mon collègue Reynald Bakov à Bordeaux qui a développé ces aspects-là. Et donc, on les a testés dans pas mal de réactions, que ce soit de la catalyse, je dirais, un petit peu habituelle, ou dans des processus de biocatalyse, en incluant finalement des systèmes enzymatiques qui aiment bien vivre à l'intérieur de ces mousses. Ça, ce sont des mousses qui ont été fonctionnalisées avec des complexants, ce qui permet de faire des pièges, du piégeage de terres rares ou d'actinides, éventuellement pour de l'extraction. Hein. Donc cette chimie, elle est compatible également avec pratiquement tous les procédés qui existent aujourd'hui pour les polymères. Également, là, on a parlé tout à l'heure d'impression 3D, c'est compatible avec tout ça. Donc vous voyez la richesse de fonctions, la richesse de structuration de hiérarchie, et on peut coupler tout ça avec des procédés. Décidément, j'ai un petit souci avec le... Attendez, excusez-moi. Je suis obligé de déconnecter pour remettre les choses en place. Oui, donc je vous parlais de procédés, de couplage de cette chimie, d'auto-assemblage, chimie douce avec les procédés. Eh bien, on peut également le coupler avec un processus jet d'encre. Vous voyez, en fait, je n'ai pas changé les compositions au départ. Ce sont des précurseurs moléculaires réactifs. Et puis, le fameux Pluronic F127, c'est un polymère amphiphile. On peut considérer à nouveau que c'est un savon, bien entendu. C'est une molécule amphiphile. Et donc, ce que l'on peut faire...
Je vais le faire comme ça. Ce que l'on peut faire, vous voyez, ce sont des rangées de microplots de silice fonctionnalisés. Ce que vous voyez en bas, c'est la qualité en microscopie électronique, donc c'est la qualité des pores, en fait. C'est tout petit, à nouveau, puisque c'est basé sur les mêmes principes. Et puis, je peux y mettre à peu près n'importe quelle fonction R que vous voyez en haut en rouge. Donc, ça veut dire que je peux faire des systèmes via de la chimie clique, je ne rentre pas dans les détails, où je vais avoir, par exemple, dans un capteur, une fonction ici en vert, et puis je peux mettre deux fonctions, et puis je peux mettre n fonctions pour faire typiquement un nez artificiel ou un biocapteur. Vous savez que l'un des problèmes sur les capteurs, c'est souvent la sélectivité, et on a tendance à faire des analyses matricielles. Et là, on fait un peu une analyse matricielle à la carte avec ce genre de système. Donc le deuxième exemple que je voudrais traiter concerne en fait les matériaux qui s'auto-réparent. Alors, la longévité des matériaux, c'est un problème important, vous le savez tous, parce que finalement, les matériaux faits par l'homme ont des grosses faiblesses. Par contre, dans la nature, et heureusement pour nous, vous savez que la plupart des matériaux de la nature s'auto-réparent, et c'est une chance pour nous. Alors, si l'on regarde maintenant le processus d'endommagement d'un matériau, en particulier d'un matériau composite, lorsque vous voyez une rupture à l'échelle macroscopique, c'est observable, ça veut dire que c'est une rupture qui va être de l'ordre du millimètre. En fait, cette rupture, elle est toujours associée à un fendillement à l'échelle d'une fraction de micron. Et ce fendillement lui-même est associé à l'échelle, je dirais, mésoscopique, vous voyez, 100 nanomètres, à un glissement. Mais in fine, vous avez une liaison qui se casse, bien entendu. Alors, pour vous donner une chance de réparer un matériau composite, il faut arriver à contrôler, vous le comprenez assez facilement, les niveaux, je dirais, de supramoléculaire et le niveau atomique, la nature des liaisons que vous utilisez. Alors, là, je passe sur la nature des liaisons. Je vais directement à l'exemple. Justement, si on prend le byssus de moule comme exemple, c'est un matériau fibreux, très extensible, dur, bon absorbant des chocs. Il se répare à peu près en 2 à 3 semaines dans l'eau de mer. Auto-répare. Alors, qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui de la structure et du processus d'autoréparation du byssus de la moule? Eh bien, finalement, ce byssus est composé, vous voyez, d'un élastomère qui est du collagène, mais un élastomère tout seul, ça ne tient pas. Hein. La guimauve, vous savez que ça tombe au sol. Donc, en fait, cet élastomère est réticulé par des domaines latéraux durs qui en fait, sont utilisés finalement comme des charges. Dans un composite, très souvent, vous avez des charges pour renforcer mécaniquement. Et en fait, ces domaines latéraux durs sont fonctionnalisés avec des domaines riches en histidine. L'histidine, c'est cette molécule qui aime se complexer, par exemple, des cations divalents du type zinc et cuivre. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les zones sacrificielles. Et ce qui va se passer, c'est que la rupture va être préférentielle sur ces liaisons histidine-métal divalent, qui sont des liaisons qui ont une forte dynamique. Hein. Et donc la réparation peut se faire d'autant plus facilement, et ça va être également aidé par des mouvements à l'échelle mésoscopique, puisque le collagène est un élastomère. Hein. Donc si je résume, si je suis capable de prendre un élastomère, de le réticuler avec des domaines ou des charges nanométriques, avec des zones, je dirais, sacrificielles, dans lesquelles les liaisons présentent une forte dynamique, je dois être capable de faire un matériau qui s'auto-répare. Alors ça, c'est ce qu'on a fait. Alors, je ne rentre pas dans les détails de la chimie, mais le message important est le suivant, hein, c'est qu'il faut savoir lâcher du lest pour éviter la rupture irréparable et donc définitive. C'est aussi vrai, je pense, pour les relations humaines, des fois. Donc, au niveau du modèle, donc la charge que l'on a utilisée, vous voyez, je ne rentre pas dans le détail, c'est simplement un petit cluster qu'on sait faire par chimie douce, hein, c'est de l'étain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une petite taille et que c'est un cation. Et que ce cation, sa charge est simplement compensée par 2 anions.
Et bon, bah, le chimiste, eh ben, il s'est joué. Hein. Donc ça veut dire si j'ai deux anions ici, ça veut dire qu'ici j'ai une interface électrostatique. Ça veut dire que j'ai éventuellement une charge qui va me permettre de réticuler en gardant une interface labile, dynamique. Alors l'anion, eh bien, je fais un peu de chimie, assez simple. Je réalise un anion qui va être polymérisable. Ensuite, je le couple avec... Voilà, je le couple avec un élastomère et j'obtiens un matériau qu'on peut, je dirais, dessiner de façon simpliste de cette façon-là. Mais vous retrouvez l'élastomère, les charges associées qui vont réticuler cet élastomère et cette fameuse interface qui va présenter de la dynamique. Et donc, le résultat est le suivant. Maintenant, on obtient un matériau qui se tient, c'est un bloc. Si je le coupe en deux et que je recolle les deux bouts, je récupère 80% des propriétés mécaniques en 2 semaines à 20 degrés. C'est pas trop mal par rapport aux performances du Byssus. Et 2 heures à 90 degrés, puisqu'on est toujours pressé, l'humain est toujours pressé. Donc en fait 2 heures à 90 degrés. Donc le concept, il est intéressant, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais sur des vrais matériaux qui ont suivi des impacts laser, on a démontré avec le CEA que finalement ce concept-là peut être pris et on a des matériaux que l'on peut réparer au sèche-cheveux, des films. Alors quand vous avez 400 ou 500 optiques et le prix que ça coûte et que vous les réparez simplement avec un coup de fer à cheveux, eh bien, vous voyez tout de suite le gain qui est assez intéressant. Alors évidemment, bon, il y a des développements qui sont en cours, qui sont très intéressants. C'est des hybrides à mémoire de forme, vous voyez ce qui peut se cacher derrière, ou bien des systèmes qui aient des propriétés de thermoformage. Donc maintenant, j'en arrive au dernier exemple que je voulais traiter, celui des surfaces intelligentes. Donc, alors il y a un exemple qui est très classique, qui est bien connu, c'est l'exemple de la feuille de lotus, qui est super hydrophobe. Vous savez tous dans la salle depuis très longtemps que en fait, ces propriétés de super hydrophobie sont associées en fait une texture particulière à l'échelle du micron, qu'on peut modéliser un peu de façon simple comme un tapis de fakir, vous voyez. Et il y a une couverture, je dirais, plutôt graisseuse sur ces rugosités. Alors on peut faire ça assez simplement par synthèse, hein, en sciences des matériaux, c'est ça qui ne marche plus. Et donc, vous voyez ce que l'on peut faire. On peut faire des plots de silice, donc avec un motif de répétition qui va tourner autour du micron. Hein, souvent, on préfère la perfection, mais la perfection n'est pas obligatoire du tout dans ce genre d'application. Et puis, les plots de silice, on va les recouvrir avec un organosilane qui va polymériser via de la chimie douce à température ambiante. Mais la partie orange, donc la partie fonctionnelle, eh bien, on va choisir une partie qui n'aime pas beaucoup l'eau, qui est une partie en partie carbonée et puis fluorée. Le résultat, vous voyez, c'est qu'on obtient des systèmes qui sont meilleurs que finalement des polymères très hydrophobes, avec des angles de contact de l'ordre de 160 à 170 degrés. Je vous rappelle que les poêles en téflon, l'angle de contact n'est que de 107 degrés. Alors on peut, sur ces modèles relativement simples, jouer et faire un certain nombre de variations. C'est-à-dire, évidemment, on peut faire des revêtements super hydrophobes. Ici, vous avez un verre normal et ici, vous avez un verre traité pour, par exemple, réaliser des pare-brises anti-pluie. Mais vous pouvez finalement inverser la fonctionnalité de votre groupement R et choisir des groupements fortement hydrophiles. Et donc ça va être intéressant pour réaliser des revêtements anti-buée. Là, ce que vous avez, c'est le revêtement non revêtu, et ici, le revêtement revêtu avec un système super hydrophile. Donc ça, ce sont des exemples. Quand on parle de feuilles de nénuphar, ce sont les exemples que l'on connaît le plus. Donc l'exemple qui va me permettre de terminer finalement cet exposé concerne finalement ces superbes plantes. Ce sont des sarracémies pourpres, ce sont des
des plantes carnivores, hein, donc très gourmandes. Alors elles sont magnifiques, mais pour certains insectes, elles présentent un certain danger. Alors je vais vous faire voir un petit peu la plante en pleine action. Si j'arrive à retrouver le... Attendez. Je suis désolé, visiblement il y a un petit souci de connexion. Voilà. Donc c'est un peu petit, mais vous le voyez peut-être mieux comme ça, parce que j'ai des problèmes d'ordinateur. Vous voyez, par temps sec, les fourmis se promènent et s'accoutument très très bien à la plante carnivore. Il n'y a aucun problème. Le temps change, le système devient humide, et là, il n'y a aucune chance pour les fourmis. Toutes celles qui arrivent sur le bord, elles tombent à l'intérieur. C'est une surface qui devient ultra glissante. Donc évidemment, là, bon, les pattes des fourmis, je vous rappelle, c'est relativement gras. Et donc, en fait, c'est une surface glissante super hydrophile. Attendez, je vais essayer quand même de me mettre en grand écran. On verra mieux parce que, vous voyez. Donc ça, c'est un travail d'une collègue aux États-Unis à Harvard, Joanna Eisenberg. Ce sont ces résultats que je vais vous montrer sur quelques transparents. Vous voyez, là, en fait, ce qui est très bien, c'est qu'au moment où on se nourrit, on a besoin également de boire. Et donc, il y a un couplage qui est également parfait sur cet aspect-là. Donc, vous voyez, là, il n'y a aucune chance pour les fourmis. Voilà. Alors, basé sur ce concept, on peut développer finalement des matériaux qui sont relativement remarquables. Alors, si on regarde la microstructure de la plante carnivore, on s'aperçoit que en fait, elle est microstructurée, mais à nouveau au moins à 2 échelles. Il y a 2 échelles, il y a le micron et il y a en dessous. Et le système fonctionne de la façon suivante. En fait, le système est rempli par un liquide qui est l'eau dans le cas de la plante carnivore. Donc, et le système microstructuré, dans le cas de la plante carnivore, lui, est très hydrophile. Donc, il y a une très bonne affinité entre le lubrifiant qui est l'eau et le solide microstructuré, et une mauvaise affinité pour le liquide qui vient en contact, c'est-à-dire la pâte de la fourmi qui, elle, est grasse. Donc, elle est basée sur ce principe. Et donc, ce qu'ont fait l'équipe de Harvard, c'est qu'ils ont choisi finalement de microstructurer une surface assez simplement, et au niveau du lubrifiant, mettre un lubrifiant liquide qui ne s'évapore pas, qui n'aime pas l'eau et qui n'aime pas l'huile, pour avoir une surface glissante, en fait, à peu près quelle que soit la nature des liquides qui sont rajoutés sur cette surface. Alors en fait, c'est un problème d'ajustement d'énergie de surface dans un système à 4 phases. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent en fait un liquide lubrifiant qui va être plutôt un liquide fluoré. Et le support texturé, c'est un support en poreux, en fait, c'est un téflon, vous voyez, fibreux. Mais bon, à nouveau, l'organisation n'a aucune importance dans le cas présent. C'est plutôt la microstructure qui est importante et le couplage avec justement un liquide fluoré. Alors, qu'est-ce que ça donne? Quelques exemples. Là, vous allez voir un dépôt de sang. Sur la partie haute, vous avez cette surface intelligente. Au centre, vous allez avoir un... Voilà, donc ça c'est du sang. Donc au centre, c'est un téflon super hydrophobe, donc même là-dessus, le sang accroche, alors qu'il n'accroche pas du tout sur la partie haute. Et donc en bas, vous avez un verre hydrophile, donc là, c'est pareil. En fait, vous voyez la différence de niveau d'accrochage. Maintenant, si on utilise du pétrole brut, et la surface fonctionnelle est en haut, vous avez à nouveau un téflon poreux en dessous, et vous voyez, il n'y a aucun liquide qui peut rester sur la surface fonctionnalisée telle que je l'ai décrite. Ce sont des systèmes également qui sont intéressants comme pour anti-graffiti, donc ça peut intéresser pas mal de présidents d'université. Vous voyez, finalement, la partie à droite a été totalement traitée, pas la partie à gauche. Et donc ça, c'est une bombe de peinture.
Donc vous voyez, il y a quand même une forte différence. Rien n'est parfait, mais c'est assez différent quand même. Là, ce sont des systèmes anti-stickers, également, qui peuvent être intéressants. À droite, vous avez la partie qui est traitée. Voilà, donc ça se décolle assez facilement. Et là, une partie non traitée, tout à fait normale, enfin une surface normale, je dirais. Et donc là, ça devient un peu plus difficile, et même si on insiste un peu, on enlève un petit peu le morceau. Alors, vous savez qu'il y a quelque chose qui est très difficile à nettoyer, c'est le carbone, hein, le carbone pulvérulent. En général, quand on a sur les doigts, c'est quelque chose qu'on a du mal à éliminer. Alors voilà la même chose. Donc ça, c'est cette fameuse surface sur laquelle on met de la poudre de carbone. Et on met un liquide compatible avec la poudre de carbone. Et vous allez voir le résultat. Finalement, c'est une surface qui se nettoie relativement facilement. Hein. Donc à nouveau, et le dernier point, c'est l'aspect autoréparation, puisque finalement c'est une texture remplie par un liquide. Même si vous faites des coupures avec une petite lame de rasoir, le liquide va toujours s'infiltrer dans le réseau existant. Et donc le système peut être facilement autoréparable. Vous voyez ? Donc là, on va faire quelques dommages sur le film. Mais le système continue à glisser parfaitement. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Hein. Simplement parce que le liquide réinfiltre finalement les endroits qui ont été endommagés. Voilà, donc je vous ai montré quelques exemples et quelques similitudes en fait, entre des méthodes de synthèse des matériaux de la nature et les matériaux, je dirais, modernes en fait. Mais donc les matériaux hybrides, bon, il y a quand même un concept fort dans tout ça, c'est les aspects auto-assemblage et l'hybridation des matériaux qu'on peut appeler également sous forme de composite ou même de nanocomposite. Donc déjà au niveau des applications, vous voyez, construction, textile, emballage, ce sont des applications où la notion de nanocomposite et d'hybride est déjà largement rentrée, je dirais, dans le monde industriel. Que ce soit du côté de la microélectronique, micro-optique, photonique, les circuits imprimés, les micro-lentilles, les guides d'ondes, l'hybridation très clairement à l'échelle nanométrique est déjà également venue. Les revêtements fonctionnels, anti-corrosion, anti-salissure, anti-reflet, oui, il y a énormément de matériaux hybrides qui sont déjà sur le marché. Alors juste un exemple pour vous montrer que des grandes surfaces peuvent être couvertes par ce genre d'approche. Ça, c'est le Grand Théâtre National de Pékin, c'est la toiture, c'est en verre et ce sont des vitrages auto-nettoyants faits en fait à base d'oxyde de titane, justement avec des processus de type chimie douce. Donc on peut également couvrir des très grandes surfaces. Hein. Tout le monde sait que l'oxyde de titane, c'est un photocatalyseur et donc c'est ce qui permet finalement de nettoyer finalement par photocatalyse ces toits. Donc, application des matériaux hybrides, je vais assez vite, c'est l'énergie, évidemment. Il y a plein de matériaux hybrides qui débordent largement dans le domaine de l'énergie. L'environnement, catalyse, capteur, membrane, absorbeur. Tout ça, ce sont des matériaux qui sont commerciaux. Et un domaine important, le domaine médical et de la cosmétique. Alors, les résines dentaires, bon, ça, c'est quelque chose qui est devenu très classique depuis maintenant de nombreuses années. Elles sont toutes à base de matériaux hybrides. Les prothèses auditives, en particulier les revêtements antibactériens, ce sont même des matériaux hybrides. Et également, ce que j'ai mentionné plus au niveau de la recherche, c'est-à-dire les systèmes pour la nanomédecine, les systèmes pour créer des images à une petite échelle avec une très bonne résolution. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long et surtout, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Clément Sanchez, bravo. On a l'impression que vous pouvez continuer comme ça des heures à nous montrer toutes ces applications absolument diverses et géniales. Je ne résiste pas au plaisir quand même de proposer, si vous avez une question ou deux, pour profiter de la présence de Clément Sanchez. Est-ce que quelqu'un veut profiter de la présence de Clément Sanchez? Je vous pose juste une question alors. On a l'impression que vous êtes en permanence entre la recherche et l'application industrielle. C'est un thème dont on a déjà un peu parlé hier, notamment avec
votre collègue Marc Fontcave. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, cet échange, ce lien dont certains estiment qu'il n'est pas assez poussé, qu'il ne va pas assez vite, etc., entre la recherche et l'industrie, est suffisamment dynamique, fort en France? Parce que à vous écouter et à regarder vos exemples, on a l'impression que vous, vraiment, vous travaillez sur cet espace, vraiment à l'interface entre ces deux mondes, entre guillemets. Oui. En fait, à votre question, il y aurait plusieurs réponses à faire à cette question. Bon, mon point de vue, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les aspects fondamentaux, les aspects académiques. Alors, il y a deux façons de répondre. Il y a une première façon de répondre, dire que très souvent, une discussion avec un industriel, ça amène un mode de réflexion dans lequel l'académique ne se serait pas forcément positionné. Parce que très souvent, les questions industrielles peuvent être plus complexes. Et finalement, qu'on le veuille ou non, on a très souvent des démarches un peu plus linéaires en académie. On aime bien modéliser, on aime bien s'accrocher à quelque chose de plus sûr. Et donc finalement, la question de l'industriel, elle peut être un très bon catalyseur pour aller découvrir des terrains, je dirais, nouveaux. Mais l'important, c'est de décoder quelle est la question fondamentale qui se cache derrière la question de l'industriel. Pour nous, c'est ça le point important. Parce que sinon, on peut faire de la prestation de service. C'est beaucoup moins intéressant. Et puis, il y a un deuxième point. Bon, en suivant cette démarche, moi, je suis très positif pour les relations avec l'industrie. J'en ai un certain nombre. Ce qui est un peu dommage aujourd'hui quand même, c'est que les sources de financement, elles sont centrées sur un certain nombre de lampadaires, qui sont toutes les mêmes. Les scientifiques sont des gens intelligents. Quand vous leur annoncez que la couleur est rose, ils vont tout vous peindre en rose. Si vous leur annoncez que la couleur est verte, ils vont tout vous peindre en vert. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que ces lampadaires. Il y a des zones d'ombre qu'il faut absolument qu'on puisse explorer. Et ces zones d'ombre, elles peuvent venir également, finalement, d'un questionnement avec l'industriel en direct. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. On espère qu'en essayant de croiser et en sortant des silos, on va davantage investiguer ces zones d'ombre. Merci beaucoup Clément Sanchez pour votre présence et votre intervention. Merci beaucoup.